Théorie, univers matériel de quatrième secondaire. Alors, nous abordons le magnétisme. Vous pouvez numéroter les feuilles de votre document. Les numéros vont aller de 1 jusqu'à 10. Alors, nous commençons par la notion de magnétisme. En fait, le magnétisme fait partie de notre vie. Même dans la maison, vous avez par exemple la porte du frigo qui vous permet, qui a tout le tour un aimant, donc qui vous permet de fermer la porte tout simplement. Donc, on a aussi les petits porte-mémos magnétiques. Donc, ça fait partie de la vie de tous les jours. Le magnétisme, c'est une propriété. On a déjà identifié ces propriétés-là en début d'année dans le rappel, hein. On pouvait faire le test avec un aimant. Donc, certains matériaux ont cette propriété-là d'attirer ou de repousser un aimant. Alors, c'est ça, le magnétisme, la propriété du magnétisme. Le premier morceau, ça c'est juste pour votre culture personnelle, de minerai magnétique qui a été découvert. En fait, c'est en Magnésie mineure, c'est une ville d'Asie mineure, pardon, et c'est pour ça que le nom de ce minerai-là, que vous avez déjà manipulé en deuxième secondaire, vous allez le revoir en quatrième secondaire, on l'appelait la magnétite. Alors, la formule, c'était un oxyde de fer, le Fe3O4. Dans l'ancien temps, lorsque les cartes de guichet automatiques possédaient simplement de la magnétite, c'était facile de les démagnétiser. Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Maintenant, la bande, c'est plutôt, on a amélioré. La bande a plutôt du barium avec du fer et des atomes d'oxygène. Donc, c'est cette molécule-là maintenant qui est sur vos bandes magnétiques de vos cartes de guichet. Alors, c'est plus difficile à démagnétiser. Donc, ça, c'était votre culture personnelle, hein? C'est bien d'avoir de la culture personnelle. Alors, les trois types de substances, on va faire une démonstration en classe. On va pouvoir remplir un tableau. Alors, les substances qui nous entourent, en fait, vous avez des substances qui sont magnétiques. Comment on détermine si une substance est magnétique? C'est avec un aimant. Alors, on va approcher l'aimant de cette substance-là et on va s'attendre à ce qu'il y ait de l'attraction et de la répulsion. Donc, c'est une substance qui est capable d'attirer ou de repousser un aimant. Une substance magnétique, on va retenir qu'elle attire fortement le fer, le nickel et le cobalt. Dans vos pièces de monnaie, par exemple, lorsque vous êtes en mesure de les attirer avec un aimant, c'est parce qu'elles contiennent du nickel. Mais il y a certaines pièces de monnaie à certaines années où on n'en avait pas, donc elles ne sont pas attirées par un aimant. Ensuite, nous avons la deuxième substance, une deuxième substance, la substance ferromagnétique. Regardez qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. On retrouve le mot fer. Donc, c'est souvent des substances qui vont justement, ce sont des alliages qui vont contenir du fer. Donc, substance attirée par un aimant. Donc, on peut simplement attirer une substance ferromagnétique par un aimant. On peut aussi les rendre temporairement comme un aimant. En fait, on peut les transformer en aimant. Ça va se faire de façon temporaire, par contre. Alors ça, c'est une façon de procéder. Vous allez la voir en classe. Si vous avez, par exemple, un clou, ça peut être un trombone, peu importe, et qu'on prend un aimant, donc un aimant qui a un pôle nord, un pôle sud, on va en reparler tantôt. Alors, vous pouvez, avec un pôle de l'aimant, frotter dans le même sens, par exemple, votre clou. Donc, vous allez faire un frottement, toujours dans le même sens, et vous allez, par le fait même, rendre magnétique votre clou. En fait, ce qui se produit dans l'infiniment petit, ce qui donne vraiment le caractère magnétique à une substance ferromagnétique, c'est simplement le mouvement des électrons. Alors, on appelle ça les spins de l'électron. Alors, ils forment des domaines. Donc, on va juste expliquer pour votre culture personnelle. Alors, les domaines, supposons que j'ai une substance, un morceau de fer, un morceau d'acier, peu importe. Alors, les petits mouvements qui sont faits, les spins faits par les électrons, ça nous donne des petits pôles nord-sud, mais qui sont placés de façon aléatoire. Donc, ça, c'est avant d'être magnétisé. Donc, si j'ai une substance, par exemple, mon clou. Donc, dans l'infiniment petit, mon clou, avant d'être magnétisé, alors le mouvement des électrons dans cette matière-là, qui est l'acier, va se faire, les mouvements vont se faire d'un côté des électrons et de l'autre, donc les spins, mais ça va être désorganisé. Lorsque vous allez magnétiser
votre clou, votre acier, peu importe, alors il va se former ce qu'on appelle des domaines. Alors les domaines, ils vont vraiment se placer, les petits électrons avec leur mouvement, vont se placer de telle manière à former vraiment, donc une chaîne, on appelle ça les domaines. Ça va être tout ordonné, et voilà. Et nous allons retrouver en fait le magnétisme à l'intérieur de cette substance. Alors, les petits domaines, alors on va comme ordonner les électrons à l'intérieur de cette matière-là. On va en parler plus tard, mais on va le répéter, tiens. Le fer doux, le fer le plus pur possible, c'est la meilleure substance qui est qu'on peut magnétiser. Donc, c'est la meilleure substance ferromagnétique. Pourquoi? Parce que on peut facilement le démagnétiser. Alors, de quelle façon on va démagnétiser une substance qu'on a magnétisée, donc une substance ferromagnétique qu'on a rendue magnétique? Bien, il y a deux façons. On peut soit la chauffer, donc on peut la chauffer à de hautes températures, on peut la chauffer. Donc, on va désorganiser les domaines, donc ça va redevenir comme ça. La substance ferromagnétique n'aura plus ce pouvoir-là magnétique. Ou on peut aussi frapper, donc donner des coups, donc frapper notre substance qui a été magnétisée. Donc, c'est les façons, donc on peut frapper ou on peut tout simplement chauffer. À ce moment-là, la substance, comme je l'ai mentionné tantôt, ne deviendra plus magnétique, ne sera plus magnétique. Avec le fer doux, c'est facile de le faire. On peut facilement magnétiser le fer, qui est le plus pur possible, et on peut aussi, en le chauffant ou en le frappant, le démagnétiser. Par contre, avec l'acier, c'est un alliage, on va en reparler tantôt, de fer et de carbone. C'est un petit peu plus difficile à magnétiser avec un aimant et par le fait même, c'est un petit peu plus difficile aussi à le démagnétiser. En fait, on parle à ce moment-là d'un principe qui est la rémanence, on va en reparler tantôt, magnétique. Donc, l'acier va conserver un certain pouvoir magnétique, ça va être plus difficile de lui enlever. Donc, on va appeler ça de la rémanence magnétique. C'était pour votre culture personnelle. Maintenant, le troisième type de substance, c'est la substance non magnétique. Encore une fois, en laboratoire, de quelle manière on peut identifier une substance magnétique, ferromagnétique, non magnétique? C'est à l'aide d'un aimant, donc ça va être notre principal matériel. Alors, pour une substance magnétique, l'aimant va être capable de repousser notre substance magnétique ou de l'attirer. Pour une substance ferromagnétique, l'aimant va être capable de l'attirer, cette substance-là ferromagnétique. Et pour une substance non magnétique, en fait, l'aimant n'aura aucun, va être la substance non magnétique va être indifférente aux aimants. Donc, l'aimant ne pourra pas attirer ou repousser cette substance-là. Maintenant, en laboratoire, vous allez voir les différentes substances. Alors, la démonstration qu'on va vous faire, le but étant de distinguer les matériaux magnétiques, ferromagnétiques et non magnétiques. Donc, on va approcher, on a plein de substances. Alors, nous allons avoir un tableau à compléter en laboratoire. Donc, nous allons approcher un aimant, donc, pour différentes substances. Par exemple, le fer, on va le classer dans substance ferromagnétique puisqu'il va être attiré seulement par l'aimant. Le cobalt, même chose. Donc, en même temps, ça vous donne des exemples. Même chose pour le nickel, on en a parlé tantôt. Le fer, le nickel et le cobalt sont des substances ferromagnétiques qui sont fortement attirées par un aimant. Vous avez l'acier, on l'a mentionné tantôt, l'acier, tout ce qui contient en fait du fer. Hein. L'acier, c'est un alliage de fer et de carbone. Donc, c'est un mélange homogène. Je manque de place, je vais l'écrire ici. Donc, c'est du fer. On a vu hein, qu'on ne pouvait pas avoir des composés formés de métaux. Donc, on a des alliages. Donc, fer et carbone. Alors, tout ce qui est alliage, donc qui va contenir de l'acier, hein, avec d'autres métaux. Ensuite, vous savez, dans la classe, le tableau, les vieux tableaux, les tableaux verts ou même les tableaux avec lesquels on écrit avec un crayon qui s'efface, donc sont ferromagnétiques. Vous avez votre frigo à la maison, vous pouvez même placer des mémos hein, avec les petites punaises magnétiques. Vous avez aussi dans
les entreprises, même les écoles, pour pas briser les cadres de porte. Donc, vous avez le cadre de porte, pas dans vos maisons, là, mais dans les industries, etc., etc., etc. Donc, les substances ferromagnétiques, il suffit que d'utiliser un aimant. Et si elles sont attirées, donc c'est une substance qui est ferromagnétique. Les non magnétiques, eh bien, essayez d'approcher le bois de l'aimant. Il n'y aura pas de comportement. La céramique aussi. Donc, la céramique. Ensuite, le plastique. Donc, vous avez l'aluminium. Attention, hein, on pense souvent qu'un métal est automatiquement ferromagnétique. Eh bien non. Donc, l'aluminium, ce n'est pas magnétique. Même chose pour le cuivre. On pense que c'est magnétique, mais non. Le verre, donc tout ce qui est vitre, le zinc. Donc, on pourrait en énumérer plusieurs. Le caoutchouc. Vous avez aussi du papier. Et voilà, donc, etc., etc. Et les substances qui sont magnétiques en laboratoire, on va vous donner dans la démo un aimant. On va vous donner aussi, on parle par exemple d'une boussole. En fait, une boussole, c'est l'aiguille qui est magnétique. Donc, l'aiguille d'une boussole, vous allez voir, elle va être soit attirée ou repoussée. Donc, un de ses pôles va être attiré ou repoussé par le pôle d'un aimant. Donc, aiguille d'une boussole. Et voilà, en fait, tout ce qui est magnétique permanent, vous avez certains tournevis hein, qui sont magnétiques. Le bout est vraiment magnétique. Alors, mais en fait, ce ne sont pas tous les tournevis, bien entendu, hein, ce sont les tournevis magnétiques. Donc, etc. Donc, vous avez plusieurs substances aussi qui sont magnétiques dans la vie de tous les jours. Ensuite, on va vous faire une démo pour vous montrer la loi euh, d'attraction et de répulsion lorsqu'on parle du magnétisme. Alors ici, je vous ai dessiné un aimant droit. Vous allez pouvoir les manipuler en classe ou du moins les voir. Ce que nous allons faire, vous avez de la place à droite sur votre document. Alors, on va vous montrer qu'avec un statif, on va placer un support universel. Et avec le statif, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est pas tellement élégant. On va aller plutôt prendre nos outils. Donc, je vais dessiner mon statif. En fait, on va vous faire deux possibilités. Donc, j'ai mon statif ici. Oups. Ensuite, nous avons un support que nous allons accrocher. Nous allons avoir un aimant au bout. On va refaire la même chose ici. Donc, prenez le temps de le dessiner. Vous pouvez le dessiner à main levée, là, votre support, votre statif ou votre support universel. Alors ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que nous allons dessiner un aimant droit qui va être attaché, en fait, qui va être sur un support. Donc là, on fait ça à main levée, là. Et voilà. Donc, c'est par exemple la ficelle de mon support. On accroche des aimants. Et ce que nous allons faire, tout simplement, c'est que nous allons approcher. Donc, supposons que mon aimant, j'ai ici le pôle nord, le pôle sud. Même chose ici, mon pôle nord, mon pôle sud. On va vous montrer les lois de l'attraction et de la répulsion de la façon suivante. Si on approche un aimant ici, donc on va en avoir un dans notre main, un aimant. Si vous avez le sud qui est approché vers le sud, alors ce que vous allez voir en laboratoire, c'est que l'aimant l'aimant qui est attaché sur le support va être repoussé. Donc, on va appeler ça de la répulsion. Nous allons avoir que l'aimant ici va repousser l'aimant qui est attaché sur le support. Nous allons avoir donc de la répulsion. À l'inverse, si nous approchons un aimant ici, mais que nous présentons le pôle nord au pôle sud qui est ici, alors vous allez avoir un phénomène plutôt d'attraction. Ça revient un petit peu à nos lois hein, qu'on avait vues avec les charges. Donc, attraction veut dire que ça s'attire. Donc, on va avoir qu'en fait, les aimants vont se coller. Alors, c'est la loi, on va l'énoncer. Alors, la loi, donc on dit les aimants ont un pôle nord et un pôle sud. Vous allez voir sur les aimants en laboratoire, ils sont identifiés. La loi d'attraction et de répulsion, on vient de l'illustrer. Alors, deux pôles identiques, que ce soit le nord et le nord, ou le sud avec le sud, eh bien, il va y avoir répulsion, retenez cette loi-là, et deux pôles qui sont différents, vous allez avoir un phénomène d'attraction. L'attraction, c'est qu'on se rappelle, hein, ça s'attire, donc les deux aimants vont s'attirer. La répulsion, ça se repousse. C'est bien de le noter.
Souvent dans les examens, on a des mains levées qui nous posent comme question, qu'est-ce que ça veut dire attraction et répulsion? Donc, on en parle souvent, mais si vous pensez l'oublier, notez-le. On va parler de notion de champ magnétique parce que si un aimant est capable de repousser un autre aimant, ça veut dire qu'il y a une force. Alors, cette force-là, ça vient du champ magnétique qui est autour de l'aimant. Mettez une petite flèche au-dessus de notre grand lettre. En fait, le champ magnétique, au lieu de dire champ magnétique, c'est long à écrire, vous pouvez faire tout simplement un grand B grec, donc de l'alphabet grec. On met un petit, je l'ai mal fait là, mais on fait juste mettre au-dessus comme ça, on dessine au-dessus un petit vecteur. C'est juste pour montrer en fait que c'est une force. Vous n'êtes pas obligé de... Faites juste dessiner, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Là. On va voir ça, les vecteurs en mathématiques et en 5e secondaire l'an prochain. Donc, ce qui est vectoriel, on va l'aborder quand même un petit peu en 4e secondaire. Là. Mais les variables qui sont des vecteurs, on leur met bien souvent une petite flèche au-dessus de la variable. Donc, le champ magnétique, c'est un espace invisible qui entoure un aimant, bien entendu. Hein, on est capable de repousser des aimants ou d'attirer des aimants ou même des substances. Alors, il y a une force, mais elle est invisible. Et à l'intérieur duquel les forces magnétiques peuvent s'exercer sur d'autres aimants ou sur des substances qui sont ferromagnétiques. Alors, on va aller voir le champ magnétique. Donc, le champ magnétique est représenté par des lignes de champ ou des lignes de force. En fait, vous allez voir autour d'un aimant où on va dessiner des lignes. Pas les limailles de fer, vous allez voir quand même de quelle manière on peut voir, on peut visualiser le champ magnétique autour d'un aimant. Il suffit tout simplement de saupoudrer de la limaille de fer, donc de petits morceaux de fer. En fait, les petits morceaux de fer sont ferromagnétiques. Alors, voyez, ça, c'est l'aimant. Donc, vous avez l'aimant. Et c'est sûr que nous, en laboratoire, on va placer un plexiglas au-dessus de notre aimant parce qu'on ne veut pas que les petites particules de fer puissent coller et rester collées sur notre aimant. Alors, on voit ici notre pôle nord et le pôle sud de notre aimant. Alors, si on saupoudre de la limaille de fer, vous allez retrouver un arrangement. Vous regardez au bout, aux extrémités, c'est assez dense, hein? Donc il y a une grande densité il y a beaucoup de limailles de fer. Donc, ça témoigne du fait que les lignes de champ au pôle, en fait, la force magnétique au pôle, elle est très forte. Plus on s'éloigne du pôle, la densité diminue, c'est normal. Donc, plus on s'éloigne des pôles, donc il y a moins de limailles de fer parce que la force magnétique diminue lorsqu'on s'éloigne de l'aimant. Alors ici, on va se donner des conventions, bien entendu. Alors, la convention à apprendre par cœur, c'est qu'une ligne de champ magnétique va sortir du nord et va rentrer dans le sud. Donc, un petit truc pour nous au Québec, donc un petit truc pour le retenir. Lorsque nous prenons des vacances, c'est souvent l'hiver, hein? Nous sommes dans le nord, alors c'est rare que l'hiver, on va aller prendre des vacances dans le nord. Alors, on va sortir du nord, hein, de notre Amérique du Nord, et nous allons aller nous reposer dans le sud. Alors, une ligne de champ, ça sort du nord et s'en va dans le sud, comme les Québécois en hiver qui prennent des vacances. Alors, bien entendu, nous avons illustré ici avec le petit symbole du champ magnétique par une flèche, par des petites flèches, l'orientation des lignes du champ magnétique. Alors, par convention, on dit qu'une ligne de champ va sortir du nord et va rentrer par le sud. Donc, c'est une convention qu'on apprend par cœur. Si j'ai une petite limaille de fer ici, dessinez-la, là. Donc, je vais la grossir, cette petite limaille de fer-là. Si je l'amène ici, elle va se positionner, hein, il va y avoir des petits domaines qui vont se former, comme on a illustré tantôt, parce qu'elle est, en fait, la substance ferromagnétique, elle a cette capacité-là tu sais, si vous laissez, par exemple, ceux qui ont des aiguilles en contact d'un aimant, après un certain temps, vous allez enlever l'aimant et les aiguilles vont rester aimantées. Même chose pour les jetons lorsqu'on joue au bingo. Donc, souvent, on va les prendre avec une substance qui est magnétique pour les ramasser parce qu'ils ont une substance ferromagnétique à l'intérieur des jetons de plastique qui nous permet de les ramasser rapidement. Alors, si on les laisse trop longtemps en contact avec ces substances magnétiques-là, ils deviennent aussi magnétiques, mais aussi si on les laisse temporairement en contact, temporairement, ces substances-là forment des petits pôles nord, pôle sud. Alors ici, par convention, une ligne de champ
sort d'un pôle nord, alors ici va se présenter des domaines, le pôle sud, tout simplement. Donc, la petite limaille de fer va devenir temporairement là, comme magnétique. Et vous allez avoir le sud qui va se présenter ici parce que par convention, une ligne de champ rentre dans un sud et sort d'un nord. Alors, il faut que cette convention-là soit respectée tout le long. Vous allez voir, nous allons aussi utiliser dans quelques instants les boussoles pour vous démontrer cette propriété-là. Nous arrivons maintenant à la démonstration qu'on va vous faire en classe, donc déterminer expérimentalement la forme des champs magnétiques d'objets magnétiques mis en présence. Nous allons faire ça avec de la limaille de fer. Donc, même chose, on va saupoudrer de la limaille de fer sur un plexiglas. Vous allez pouvoir l'observer en classe, mais quand même, après avoir observé, on va faire quelques dessins qui vont être ceux-là, en fait. Alors, dans un examen, dans une question d'examen ou dans des exercices, on ne vous demande pas de dessiner tous les arrangements, toutes les limailles de fer, parce que finalement, ça va alourdir le dessin. Alors, ce qu'on va vous demander de faire, c'est quelques lignes de champ autour de notre aimant et de les orienter, bien entendu. Alors, si j'ai un aimant droit ici, alors si on saupoudre de la limaille de fer, on va voir une configuration autour de l'aimant qui va être de cette manière. Mais la limaille de fer ne nous donne pas le sens des lignes de champ. Alors, c'est pour ça qu'on apprend la convention. Une ligne de champ va faire quoi? Va sortir du nord et va aller vers le sud. Donc, on va vous montrer. Donc, ça ne sert à rien de faire plusieurs lignes de champ. Vous pouvez en faire 4, ça suffit. Donc, vous avez ici que la limaille de fer va s'orienter sur ces lignes-là et va nous montrer par le fait même les lignes de champ. Donc, c'est une façon de les visualiser. Par contre, le sens, il faut l'apprendre par cœur. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous juxtaposer, ça veut dire mettre, ça vous avez assez de place sur votre document, j'ai laissé de la place pour que vous puissiez dessiner. On va juxtaposer, ça veut dire mettre côte à côte des aimants. Donc, on va faire différentes configurations en classe. Donc, supposons que j'ai le nord avec le sud. Alors, toujours le plexiglas qui est par-dessus mes aimants. Alors, nous allons saupoudrer la limaille de fer. Et qu'est-ce qui va se produire? En fait, il n'y aura pas vraiment de lien, il n'y aura pas de pont. Nous allons avoir tout simplement que les lignes de champ, il va y avoir comme une répulsion, c'est normal. Les pôles qui sont côte à côte sont identiques, donc il y a de la répulsion. Et nous allons avoir, n'oubliez pas d'orienter vos lignes de champ, vous allez perdre des points dans les exercices ou dans les examens. Ensuite, nous allons faire une autre configuration. On va prendre les mêmes aimants avec nord-sud. Cette fois-ci, on va placer à côté un aimant qui va présenter son sud ici, son nord ici. Et on va pouvoir observer avec la limaille de fer ceci. Donc, des lignes de champ, vous pouvez en mettre quelques-unes. Aux extrémités, donc le nord on sort du nord et on va vers le sud. Et on peut montrer ici de cette manière. Et voilà. Il suffit de bien orienter. Et voilà, donc ça suffit. Vous pouvez tout simplement là, montrer ça de cette manière. On va placer aussi les aimants face à face. Alors, on va vous montrer. On va voir la concentration, la densité, justement, de notre limaille de fer au pôle des aimants lorsque, en fait, on va vous inviter à vous déplacer pour voir correctement la densité au pôle parce qu'elle est vraiment élevée. Alors, vous allez avoir pour deux aimants qui sont face à face qui présentent le même pôle nord. Nous allons avoir encore le phénomène de répulsion qui est montré par les limailles de fer qui s'en vont vraiment dans cette position-là. Donc, il n'y aura pas de pont. Par contre, on va vous placer par la suite les aimants et on va avoir face à face des pôles qui sont différents. Et vous allez pouvoir observer, en fait, le pont entre ici, donc l'attraction, en fait. Donc, vous allez voir le pont. On peut mettre, et voilà, quelques petites lignes de champ comme ça. Ça suffit, on n'a pas besoin. Pourvu qu'on respecte finalement la convention, qu'une ligne de champ sort d'un nord et s'en va dans un sud. Et on va vous montrer aussi qu'on peut avoir un aimant
En fait, on peut avoir différentes formes d'aimants. Donc, vous avez la forme de fer à cheval. Même chose, on va saupoudrer de l'alumite de fer et vous allez voir qu'ici, vous allez retrouver un pont hein, va être assez évident, là, puis qui va avoir une grande densité. Et voilà. Donc, on n'est pas obligé de représenter cette ligne-là, oups, cette ligne-là qui va partir du nord et qui va faire le tour et qui va aller au sud. Mais en fait, on respecte la convention comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Le champ magnétique maintenant, mais avec une boussole. Alors, vous allez observer, vous allez peut-être même avoir la chance de manipuler l'aimant droit lorsque vous avez une boussole qui se promène autour d'un aimant droit. On n'oublie pas que l'aiguille de la boussole est magnétique. C'est pour cette raison-là que l'aiguille de notre boussole pointe vers le pôle nord. Euh, donc, pointe vers le pôle nord géographique. Donc, si on parle d'une aiguille qui est magnétique, ça veut dire qu'elle a un pôle nord et un pôle sud. On va revenir là-dessus sur le fait que l'aiguille d'une boussole pointe vers le nord géographique. On va revenir là-dessus dans quelques secondes, dans quelques minutes. Alors, juste avant, les différentes boussoles que vous allez voir, en fait, je les ai dessinées, mais comme vous avez un document en noir et blanc, vous pouvez voir ici sur le cours que la partie qui est colorée. Donc, c'est toujours la partie qui est colorée qui va être notre nord. C'est la convention qu'on prend. Donc, la partie qui est colorée, là, qui va être le nord. Dans un examen ou dans un exercice, ben, vous comprendrez que souvent, bon, c'est en noir et blanc, donc votre aiguille, ça va être le bout qui va être noir, en fait, l'autre qui va être blanc va être le sud. Donc, ici, nous avons le sud, ici, nous avons le nord. Ici aussi, donc, on aura le nord. Donc, dans un examen, si je veux respecter les couleurs, donc dans un examen, ce que vous allez retrouver, ou dans les exercices, hein, sont photocopiés en noir et blanc, vous allez retrouver une flèche comme ça. Alors, ça va vous représenter le côté qui est coloré, donc va vous représenter ici le nord. Donc, vous aurez ici le nord et ici, vous aurez tout simplement le sud. Si vous avez un autre type de boussole, celui avec la flèche, alors c'est la flèche qui est le nord de notre aimant. Hein. L'aiguille de la boussole, c'est un aimant. Alors, c'est le nord et ici, vous aurez tout simplement le sud. Il y a un autre type de boussole aussi qu'on peut rencontrer. C'est le plus simple, en fait. Probablement que c'est le type que le ministère va utiliser parce que vos examens sont en noir et blanc aussi. Donc, c'est tout simplement une aiguille. Et on va vraiment écrire nord-sud dedans. Donc, on va vous identifier le nord et le sud. Ensuite, nous avons l'aimant et la boussole. Ici, j'ai un aimant droit, donc qui est droit, et nous avons les aiguilles, nous avons une boussole ici, donc qui est positionnée à différents endroits. Donc, voyez-vous, ici, c'est le sud qui est attiré par le nord. Ici, le nord, il est repoussé par le nord. À l'autre extrémité, nous avons le côté nord qui est attiré par le sud. Et tout au long, donc de chaque côté, donc, l'aiguille est parallèle. Ça, c'est important. L'aiguille est parallèle lorsqu'on est vraiment sur le côté. Donc, et elle a toujours, le côté sud est toujours attiré par le nord. Et nous avons toujours une convention hein, qui reste. La ligne de champ sort du nord. S'il y a une aiguille de boussole qui est là sur son chemin, alors cette ligne de champ-là va rentrer par le sud de l'aiguille de la boussole et va sortir par le nord de l'aiguille de la boussole. C'est de cette manière que va s'orienter les aiguilles d'une boussole. Donc, vous allez avoir la chance de l'observer, mais on va le dessiner ici à côté. Vous avez de la place. Alors, souvent, on va vous demander dans des exercices ou des questions d'examen de dessiner les aiguilles d'une boussole. Donc, supposons que j'ai quatre positions de boussole ici et que j'ai un aimant droit. Supposons que j'ai le sud et le nord. Alors, de quelle façon va se positionner les aiguilles de ces boussoles-là? Alors, on sait la convention, hein, on sait la loi. Le sud attire un nord. Donc, ici, on va avoir un sud. Même chose ici, ça va être vraiment parallèle lorsque la boussole est vraiment à côté. Donc, vous allez avoir un nord qui va être attiré par un sud et un sud ici. Ici, vous allez avoir un sud qui va être attiré par le nord et vous allez avoir un nord qui va être repoussé. Et ici, votre aiguille de boussole, vous aurez un nord et un sud. Et la convention, hein,
que l'aiguille, pas l'aiguille, mais que la ligne de champ, je vais la faire d'une autre couleur, la ligne de champ, on sait qu'elle sort toujours d'un nord. Et regardez, elle va rentrer dans le sud de l'aiguille de la boussole, sortir par son nord, rentrer dans le sud ici, sortir par le nord, rentrer dans le sud, sortir par le nord et rentrer dans le sud ici. Alors la convention est conservée, même chose ici. On sort par le nord, on rentre dans le sud, on sort par le nord, la ligne de champ rentre dans le sud, sort par le nord et ainsi de suite. Alors, c'est ce qui est respecté, la convention est respectée. Maintenant, on avait parlé un petit peu de la Terre tantôt. Alors, la Terre, c'est un gros aimant. Et ce que nous avions mentionné tantôt, c'est si vous êtes en forêt et que vous avez une boussole, alors l'aiguille, le nord de votre boussole, de l'aiguille de votre boussole pointe vers le nord, le pôle nord qui est géographique. Donc, c'est ce qui arrive et pourtant on vient de dire que un nord repousse un nord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'aiguille de notre boussole, ça c'est notre boussole, si elle pointe vers le pôle nord géographique, ça veut dire que le pôle nord géographique, c'est tout simplement un pôle sud magnétique. Alors, c'est la raison. Alors, c'est un pôle sud magnétique. Alors, c'est pour ça qu'on vous a dessiné, en fait, le noyau de la Terre, c'est vraiment magnétique. Alors, vous avez un pôle sud magnétique au pôle nord géographique et vous aurez deviné, écrivez-le, le pôle nord, le pôle sud, donc le pôle sud géographique. Donc, si jamais on vous demandait pourquoi que le côté nord de l'aiguille d'une boussole pointe vers le nord, ben c'est parce que le pôle nord, c'est un pôle sud magnétique. Et le pôle sud qui est géographique, c'est tout simplement un pôle, on le voit bien par l'aimant qu'on a dessiné, là, un pôle nord qui est magnétique. Alors là, on est en mesure de dessiner les lignes du champ magnétique. Alors, il y a plusieurs, en passant, il y a plusieurs animaux qui s'orientent par rapport au champ magnétique de la Terre. Il y a les pigeons voyageurs, par exemple. Donc, on peut orienter ici, et voilà, ça part du nord et s'en va vers le sud. Donc, on peut mettre nos petites flèches sur nos lignes de champ. Donc, ça rentre dans le sud. Celles-là vont être rentrantes, celles-là vont être sortantes. Et voilà. On vient de répondre à pourquoi justement l'aiguille, le nord de l'aiguille d'une boussole pointe vers le nord géographique. C'est parce que le nord géographique est un pôle sud magnétique, tout simplement. Maintenant, le champ magnétique d'un fil parcouru par un courant électrique. Donc là, on vient de voir la notion de magnétisme, mais le magnétisme ne va pas sans l'électricité. Donc, on a découvert, en fait, c'est M. Ørsted qui a découvert, il faisait tout simplement des expériences avec l'électricité, il faisait passer un courant électrique dans un fil et de façon banale, il y avait à côté de lui une boussole et, il observa que l'aiguille de la boussole se déplaçait lorsqu'il faisait passer le courant électrique dans son fil électrique. Alors, c'est là qu'a été découvert le lien entre le magnétisme et l'électricité. En fait, tous les appareils électriques, c'est pour ça qu'on vous dit lorsque vous allez en forêt avec une boussole, de faire attention de ne pas avoir des appareils électriques qui vont perturber le champ magnétique de l'aiguille magnétique de votre boussole. Parce que l'électricité, lorsqu'on a de l'électricité qui passe dans un conducteur, ben, ça génère un champ magnétique. Alors, on va aller voir des petites notions, parce qu'on va parler quand même, en passant dans l'électricité, dans le magnétisme et l'électricité. L'électricité sera le prochain cours après celui-là. Nous allons introduire la technologie, le volet ingénierie électrique. Donc, je vais commencer à parler des différentes fonctions liées avec les différentes composantes qu'on va utiliser en électricité. Donc, la source de courant. La source de courant, ça peut être quoi? Ben, ça peut être une pile, vous pouvez l'écrire. On peut avoir des batteries. Vous allez avoir aussi, lorsqu'on va aborder les circuits électriques, la source de courant variable. Donc, la source de courant variable. Alors, la fonction,
La fonction en techno, hein, si on vous dit quelle est la fonction d'une pile, ben c'est une fonction d'alimentation. Ça alimente en énergie électrique, tout simplement. Alors, la convention, ce qu'on va dire, c'est qu'une source de courant, donc c'est une fonction d'alimentation, on va le répéter. En passant, on va commencer aussi bientôt le projet sur la coccinelle. Vous aurez justement à répondre à des questions sur le document. Et entre autres, par exemple, les piles. On va vous demander quelle est la fonction, mais c'est des fonctions d'alimentation. Alors, une pile, si vous la regardez, elle possède une borne positive et une borne négative. En général, sur nos sources de courant variables, vous allez voir que le positif va être associé au rouge. C'est pas tout le temps ça, là, mais en général. Et le noir va être associé à la borne qui va être négative. Le symbole normalisé que nous allons utiliser pour la pile, donc ça c'est pour la pile, vous pouvez l'écrire, c'est celui-ci. En fait, aussi on peut le coucher, hein. Là c'est debout, mais c'est relatif, là. Une pile, on peut la représenter comme ça. Donc vous avez la borne. En fait, le côté qui est le plus long, là, c'est le côté qui est positif. Et le côté qui est le plus court, c'est le côté négatif. On peut même les inverser aussi, dépendamment du sens de la pile, hein. Donc, et voilà. Donc, ce qu'on avait mentionné, c'est que souvent, ce qui est associé à la borne positive, c'est la couleur rouge, et à la borne négative, c'est la couleur noire. Par contre, si nous avons dans certains appareils qui fonctionnent avec les piles, souvent, on doit placer 2 piles, hein, 4 piles, 3 piles. Donc, c'est à ce moment-là, l'agencement de plusieurs piles qui sont juxtaposées, donc qui sont côte à côte, ça va nous donner ce qu'on appelle une batterie, tout simplement. Donc, la batterie, on peut la coucher comme ça aussi. Donc, ça nous montre quoi? Ben, ça nous montre que nous avons de placer une à côté de l'autre, là, des piles. Donc, et voilà. Donc, c'est une batterie. La façon de retenir, ça, c'est pour votre petite culture personnelle en bateau, hein? À bâbord, batterie, on lit de la gauche vers la droite. Donc, bâbord, c'est gauche. Tribord, c'est droit. Donc, c'est un petit truc avec, si on retient juste le mot batterie, on est capable de se démêler à savoir c'est quoi bâbord, c'est gauche, parce que lorsque tu lis batterie, tu commences par la gauche et tu termines par la droite. Et tribord, ben, c'est droite. C'est une petite culture personnelle, hein? Et voilà. Par convention maintenant, très important. Par convention, et on va reparler de ça, on va parler du courant électrique. En passant le courant électrique, vous pouvez voir, dépendamment des exercices, des manuels, des maisons d'édition, ça peut être un petit i qui possède un petit vecteur au-dessus. Donc, ça veut dire encore là que le courant électrique, c'est une valeur vectorielle qui a un sens, une orientation et aussi une norme, une grandeur. Donc, ça circule par convention. Retenez ça. C'est le courant conventionnel. Alors, il circule de la borne positive vers la borne négative. On vous demande de l'apprendre par cœur. Donc, on ne vous le donnera pas tout le temps dans les examens. Il faut, si on rencontre, si nous avons par exemple le dessin d'une pile, alors il faut être capable de dire, tiens, mon courant va circuler de la borne positive vers la borne négative. En passant le courant, vous avez la petite lettre I avec le petit vecteur, mais vous avez aussi le grand I qu'on va utiliser plus souvent. Alors, le grand I, avec aussi un vecteur, mais je vais laisser tomber la notion vectorielle pour ne pas vous mêler avec les sens des courants. Donc, ici, voyez-vous, le courant va circuler. Donc, si j'ai un circuit électrique fermé, donc avec différents éléments de circuit, ça peut être n'importe quoi, là, une ampoule, peu importe. Le courant va circuler de la borne positive vers la borne négative. On appelle ça le courant qui est conventionnel. On a fixé une convention. Donc, c'est le courant conventionnel. En fait, on l'a basé sur la circulation des charges positives qui se promènent. C'est pour cette raison. Parce que finalement, le courant réel, il est basé sur la circulation des électrons. C'est des charges positives et négatives qui font le courant électrique. Alors, les électrons, lorsqu'on se base sur leur mouvement, on parle du courant réel, mais donc le courant réel va être du moins vers le plus. Mais nous, ce que nous abordons avec le magnétisme, avec les règles de la main droite qu'on va voir dans quelques minutes, ben, on prend pour acquis que nous allons travailler avec le courant conventionnel. On se souvient, le côté positif d'une pile, c'est l'anode, le côté négatif étant la cathode. On avait su pourquoi. Hein? Donc, la cathode, parce que c'était les cations qui étaient attirées par la cathode et les cations étaient positifs. Alors, c'est un petit rappel. Alors, on retient le courant, va de la borne, si on veut
simplifié, le courant, il va du plus, de la borne positive vers la borne négative. Donc, du plus vers le moins. Alors, on retient ça. Maintenant, pourquoi avons-nous installé cette base-là? C'est que, on vous a mentionné tantôt que lorsqu'il y a de l'électricité qui passe qui passe dans un fil, alors il y a un champ magnétique. Ce qu'on s'est posé comme question, lorsqu'on a découvert ça, cette relation-là entre l'électricité et le champ magnétique, on s'est dit, hey, ce serait le fun d'essayer de fabriquer des aimants. On pourrait contrôler à ce moment-là les aimants. Parce qu'un aimant, on ne peut pas vraiment le contrôler. Exemple, on ne peut pas diminuer ou augmenter la force du champ magnétique d'un aimant. Même chose, on ne peut pas inverser les pôles d'un aimant. Alors, on s'est dit, si on pouvait faire quelque chose avec cette propriété-là de la matière, donc de générer un champ magnétique lorsqu'un courant passe à l'intérieur, alors on s'en va tranquillement vers ça, OK? Donc, le champ magnétique, on va commencer tranquillement autour d'un fil droit. Et vous allez voir que le fil droit, par la suite, on va le torsader, on va l'enrouler autour d'un cylindre. Et vous allez voir apparaître, en fait, des différentes formes qui vont se comparer aux différentes formes d'aimants. Alors, la première règle de la main droite, vous devez l'apprendre par cœur. Souvent, les personnes qui ont le plus de facilité sont les gauchers. Les droitiers, souvent, vous prenez votre main gauche, faites attention. Il existe aussi la règle de la main gauche, mais on va travailler juste avec la règle de la main droite. Alors, le pouce, la recette, c'est que le pouce de la main droite va suivre le courant électrique. Et les doigts vont s'enrouler autour de votre fil et ils vont donner le sens des lignes du champ magnétique. Alors, c'est ce que nous allons pratiquer en classe. Donc, ça peut être difficile au début, mais vous allez voir que c'est relativement simple. Alors, ici, elle est illustrée. Alors, regardez, j'ai la borne positive ici qui montre que le fil y est branché avec une borne positive ici. Ça veut dire que le courant va aller dans ce sens-là. OK? Alors, que dit? Donc, ça, vous pouvez prendre votre crayon. Votre crayon va simuler le fil électrique. Prenez votre main droite. Alors, ici, ce que vous allez avoir votre crayon, vous allez le prendre de telle sorte que le pouce va être dirigé vers le haut, puisque le courant part, pour ce fil-là, du bas vers le haut. Et naturellement, vous allez empoigner votre fil et vos doigts vont s'enrouler comme ça autour de votre fil, n'est-ce pas? Alors ça, l'enroulement, donc le pouce, lui, il s'oriente selon le courant. Et les doigts, lorsqu'ils vont s'enrouler autour de votre fil, vont donner le sens des lignes du champ magnétique. Donc, autour du fil, les lignes de champ vont tourner dans ce sens-là. Alors, si on place, je m'en viens ici à côté, c'est la même configuration. On a des lignes de champ. Encore là, on peut placer un plexiglas. On peut piquer un plexiglas d'un fil, faire passer un courant électrique, saupoudrer de l'aluminium de fer et on pourrait voir les petits cercles concentriques ici autour de notre fil. Alors, ce sont nos lignes de champ. Si nous plaçons une boussole, la boussole ici est pas mal floue, là. Donc, si nous plaçons une boussole, tiens, je vais la placer ici. Alors, les lignes de champ circulent comme ça. Alors, l'aiguille de la boussole, nous allons avoir ici ce qui va se présenter, c'est un sud. Et ici, ce sera le nord. Et voilà. Donc, le sud et le nord. Donc, autour d'un fil droit, on ne parle pas de notion de pôle nord, de pôle sud. Là. On parle tout simplement de suivre le courant avec le pouce. OK? Le pouce, lui, c'est le courant qui suit. Et les doigts vont nous donner tout simplement le sens des lignes du champ magnétique. Au lieu d'écrire champ magnétique au long, vous pouvez écrire le B. Alors ici, si je sors de mon dessin, vous avez de la place à côté, je vais dessiner un fil droit, et voilà. Et ce fil droit-là, je vais avoir un courant qui va circuler dans ce sens-là. Donc, et voilà le courant. Ça veut dire que je vais empoigner, là, je vais sortir mes petits talents de dessin. Alors, le pouce va naturellement, ça c'est mon ongle, ça c'est mon pouce. Donc, le pouce va naturellement aller dans la direction du courant. Le courant part de la gauche vers la droite dans ce cas-là. Et automatiquement,
Les doigts vont passer derrière, prenez votre crayon, là, vont passer derrière, hein, derrière le fil. Et ce que vous allez avoir ici, vous allez empoigner avec vos doigts. Il va vous rester 4 doigts, là. Ça, c'est vos ongles. Donc, et voilà, vous allez avoir empoigné le fil de cette manière-là. Alors, l'enroulement de vos doigts autour du fil, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner le sens des lignes de chant. Alors, les doigts s'enroulaient comme ça, et voilà, le sens des lignes de chant. En passant, souvent, la ligne de chant, on va l'imager comme une flèche d'Indien. Une flèche d'Indien, ça a une pointe, et on a la plume. Alors, pour montrer, par exemple, ici, la flèche sortirait du tableau. Alors, on aurait une ligne de chant qui est sortant. Quand c'est sortant, bien, ça nous permet de voir la pointe de la flèche. Donc, sortant, on le représente par un petit point. Et ici, c'est le contraire. La flèche de l'Indien pointerait dans le tableau. Alors, ici, c'est pour identifier que c'est tout simplement une ligne de chant qui rentre, tout simplement, qui est rentrant. Ça, on pourra vous l'illustrer en classe. Souvent, ce symbolisme-là, on peut le retrouver dans certains manuels. Donc, au lieu de faire la courbe ici, là, autour de notre fil, on peut utiliser tout simplement ce symbolisme-là. C'est accepté même dans les examens. Si on vous demandait le sens des lignes du champ magnétique, on va accepter soit la courbe ou les petits points avec la petite plume ici, donc la pointe de la flèche. Donc, ça, c'est la pointe de la flèche, alors qu'ici, c'est les plumes de la flèche. Alors, ici, si on fait une autre illustration, parce que le courant ne va pas toujours dans le même sens, ça dépend comment il est branché, votre fil. Alors ici, cette fois-ci, le courant va aller dans ce sens-là. Donc, ça veut dire qu'il part de la droite et va vers la gauche. À ce moment-là, mon pouce, je vais le positionner comment? Alors, je vais le positionner de cette manière. Alors, ça, c'est l'ongle de mon pouce. Ça, c'est mon poignet. Ça, c'est mon pouce. Alors, et naturellement, les doigts vont aller s'enrouler comme ça. 1, 2, oups. Donc, 1, 2, 3, 4. Ils vont aller s'enrouler. On ne voit pas là, les ongles parce que les ongles sont de l'autre côté. Ça, c'est mon poignet. Oups. Donc, vous comprenez, de toute façon, on va avoir la chance de le pratiquer en classe, tout le monde ensemble. Donc, prenez toujours votre crayon comme étant votre fil droit. Et par la suite, le courant, ben, c'est le pouce qui le suit. Donc, on oriente le pouce dans le sens du courant. Et ensuite, vous avez votre main. J'ai fait une vidéo en passant, donc sur le site internet, patioscience.com, vous avez une vidéo vous montrant la règle de la main droite. Alors, vous avez par la suite les doigts qui s'enroulent. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, regardez, la ligne. Alors, on va montrer par cette flèche-là l'enroulement des doigts. Si vous voulez le démontrer par la plume et la pointe de la flèche, eh bien, ça rentre ici. Donc, on va avoir la plume et ici, ça sort. Et voilà. Alors, voyez-vous, ça vous montre tout simplement que le sens, tout simplement, des lignes de champ magnétique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, on va aller placer des boussoles autour. Ici, en passant, lorsque je vous disais, il vous reste encore de la place un peu, là, lorsque je vous mentionnais qu'il faut vraiment connaître par cœur le courant conventionnel, de quelle manière il circule. Donc, supposons que vous avez ici un fil droit qui est branché avec une source, ici c'est une pile, une source de courant, peu importe. Alors, si on vous demandait le sens des lignes de champ, oups, là, on ne vous donne pas le courant, là. Alors ici, qu'est-ce que tu vas déduire? Tu vas dire ceci, OK? Tu vas dire mon plus il est ici, mon moins il est ici. Les lignes de champ, ça voyage, ben, pas les lignes de champ, mais le courant voyage de la borne positive vers la borne négative. Alors, ça te donne ton courant. Ton courant voyage à ce moment-là de la gauche vers la droite. Alors, si tu fais la règle de la main droite, même chose que tantôt, donc vous allez avoir votre gros pouce ici avec l'ongle, donc qui va être installé ici. Vous allez avoir par la suite les petits doigts qui vont passer derrière et vous allez avoir l'enroulement, donc les petits ongles ici. Donc, on va mettre des petits ongles.
les petits ongles. J'ai 4 doigts avec leurs ongles. Et voilà. Donc, ça vous montre quoi? Ça vous montre que l'enroulement des doigts se fait comme ça, parce que ça respecte l'enroulement que les doigts, l'enroulement des doigts se fait comme ça, et ça respecte le sens à ce moment-là des lignes de chant. Donc, voyez-vous l'importance de connaître vraiment là, le symbolisme et la convention aussi du courant, parce qu'il se peut qu'on vous donne juste une source et qu'on ne vous parle pas du tout du sens. Maintenant, allons voir, pratico-pratique, ce qu'on va voir, c'est surtout un fil droit avec une boussole et on va vous demander d'orienter les aiguilles de la boussole. Alors ici, j'ai un exemple. J'ai encore le courant qui circule du bas vers le haut. Donc, si on empoigne notre fil, donc nos doigts vont s'enrouler de telle sorte que les lignes de chant vont aller comme ça. Alors, à ce moment-là, si nous avons une boussole, une ligne de chant va rentrer dans le sud, va sortir par le nord. Et voilà. Donc, va rentrer dans le sud et va sortir par le nord. Donc, vous avez le sud qui est ici et le nord qui est ici. Le nord sur mon cours ici, il est en rouge. Alors, maintenant, on va voir les différentes configurations. OK. Avant, on va voir si on inverse le courant. Donc, supposons que le courant électrique, cette fois-ci, il est dans le sens inverse. Donc, du haut, il circule du haut vers le bas. Alors, du haut vers le bas, ça veut donc dire que le positif il est ici, le moins est ici pour notre source de courant. Donc, notre source de courant, donc le fil y est branché. Alors, nous allons avoir que le courant va aller comme ça. À ce moment-là, si vous prenez la règle de la main droite, le pouce va suivre le courant et vous allez empoigner de telle sorte que vos doigts vont s'enrouler de la manière suivante. Donc, et voilà, ça va tourner dans ce sens-là. OK? Alors, si vous placez des boussoles à différents endroits, supposons une boussole ici, je vais exagérer sa grandeur. Alors, de quelle manière vont se positionner les aiguilles? Ben, l'aiguille de la boussole. On a dit qu'une ligne de chant, ça rentre dans un sud. Donc, c'est le sud qui va se présenter et le nord va se représenter, il va se présenter ici. OK? Donc, si je place, par exemple, ma boussole ici, alors ma ligne de champ va rentrer dans le sud. Donc, ici, je vais avoir le sud. Et ici, je vais avoir le nord. On ne le voit pas très bien, là, mon nord, il est ici. Donc, le nord, le sud. Ici, c'était mon sud, mon nord. Et ainsi de suite. Bien souvent, on va aller dans d'autres configurations. On va vous demander plutôt quel est le comportement de l'aiguille de la boussole lorsque la boussole est sous un fil droit. Alors, il y a deux possibilités. On va dessiner notre fil. Notre fil droit, c'est celui-ci. Nous allons dessiner notre boussole qui est en dessous. Et voilà. Et nous allons positionner notre nord et notre sud. Mais avant tout, regardons les différentes possibilités. Alors, nous pouvons avoir le courant qui circule comme ça. Donc, ça veut dire que l'extrémité ici du fil va être branchée à la borne positive. Hein? Donc, à la borne positive ici. Ensuite, avec la règle de la main droite, on va pouvoir trouver le sens de nos lignes de champ. Alors, vous allez suivre le courant. Le courant va du plus vers le moins. Donc, le pouce va aller vers la droite. Et vous allez empoigner avec vos doigts et enrouler vos doigts de telle sorte que ça va nous donner ceci, l'enroulement. Alors, les lignes de champ vont dans ce sens-là. Alors, par-dessus, par-dessous, il faut qu'obligatoirement se présente un sud ici. Parce que la ligne de champ qui va passer par-dessous, elle va rentrer dans un sud et sortir par le nord de la boussole. Alors, c'est de cette façon-là, vous allez pouvoir le visualiser en laboratoire. On va vous faire une démo là-dessus. Même chose, alors on va faire l'inverse. J'ai toujours une boussole qui est sous mon fil droit. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser le courant. Donc, le courant va aller dans ce sens-là. Ça veut dire que j'ai ma borne négative ici, j'ai mon fil qui est branché à la borne positive ici. Alors, avec le pouce, vous allez suivre le courant. Le courant, vous allez pointer votre pouce vers la gauche parce que le pouce s'en va dans la direction du courant et le courant part de
droite vers la gauche. Donc, vous allez pointer la gauche et vous allez enrouler naturellement vos doigts et vos doigts vont s'enrouler comme ça autour de votre fil, autour de votre crayon. Prenez votre crayon pour représenter votre fil. Alors, par-dessus, ça s'en va comme ça, par en dessous, hein, ça s'en va comme ça. Donc, la ligne de champ, il faut qu'elle rentre dans un sud. Donc, ici, l'aiguille, oups, va montrer son sud. Et par le fait même, le nord va se retrouver ici. Maintenant, qu'arrive-t-il lorsque la boussole est au-dessus d'un fil? On va voir les deux situations. Alors, vous avez le fil. Oups, je vais effacer un petit peu mon centre. Prenez le temps de le dessiner, là. Pour montrer que la boussole est vraiment au-dessus, on va montrer ça de cette manière. Alors, la boussole, elle est au-dessus. Elle est par-dessus. Avec ses aiguilles. Bon. Alors, supposons que le courant circule de la gauche vers la droite. Ça voudrait dire que, supposons avec une source de courant, nous sommes branchés ici avec un plus et moins ici. Alors, même chose. Nous allons constater avec la règle de la main droite que la ligne de champ fait ceci, mais attention, la boussole, elle est au-dessus. Alors, au-dessus, la ligne de champ, là, elle s'en va comme ça. Donc, c'est un sud qui va se présenter ici. Elle va rentrer dans le sud. Elle va sortir par le nord et ainsi de suite. La ligne de champ va sortir par le nord de la boussole, va rentrer par le sud. Donc, l'aiguille, la boussole est vraiment au-dessus. La deuxième configuration qu'on peut retrouver lorsque la boussole elle est sur le fil, au-dessus du fil, ça c'est souvent question d'examen hein, du ministère. On vous demande de positionner les aiguilles. Alors, il faut vraiment bien maîtriser la règle de la main droite. Alors ici, c'est l'inverse. Mon courant va dans l'autre sens. Ça veut dire que j'ai ici le fil qui est branché à une borne positive et le fil qui est branché à la borne négative. Et les doigts vont s'enrouler de cette manière. Alors, par-dessus, ça veut dire que la ligne de champ, là, par-dessus, il faut qu'elle rentre dans un sud. Alors, la ligne, et voilà, c'est un sud qui va se présenter ici. Il faut qu'elle sorte par un nord. Et voilà. C'est de cette manière que va se positionner notre boussole. Il faut toujours quand même raisonner. Hein? Allez pas apprendre ça par cœur, c'est au-dessus, en dessous. Il faut toujours raisonner, ça dépend du sens du courant. En démo, maintenant, ce qu'on va faire, je vous ai parlé tantôt, hein, le champ magnétique, là, nous, ce qu'on veut faire, on veut exploiter justement ce pouvoir-là, du magnétisme. Alors, on va essayer de faire quelque chose avec ce fil électrique-là, le fil dans lequel passe un courant électrique. Alors, on va essayer de faire, en fait, de contrôler, d'avoir le pouvoir sur le magnétisme que nous allons créer. Nous allons enrouler des fils autour d'un cylindre et ça va nous faire un solénoïde. Et on va pouvoir, par le fait même, donner différentes formes qui vont nous rappeler, ces formes-là vont nous rappeler les aimants, donc les différentes formes d'aimants. Alors, la définition d'un solénoïde, c'est tout simplement des fils qui sont enroulés autour d'un cylindre. Et le solénoïde, à ce moment-là, va se comporter comme un aimant. C'est ça le but ultime. On vous montre un exemple. On a pris un fil conducteur. Et en passant, juste avant le fil, lorsqu'on va commencer à parler de fil, hein, je vous ai dit qu'on parlait aussi en même temps de techno. Alors, le fil électrique dans lequel circule un courant électrique, on va appeler ça une fonction de conduction. Ce pas des mots compliqués, là. Donc, la fonction de conduction. Dans une analyse techno, par exemple, si on vous demande le fil électrique, il y a quelle fonction? Une fonction de conduction. Donc, il fait passer le courant électrique, tout simplement. Alors, voici un solénoïde. Alors, ce qu'on vous disait tantôt, hein, tu prends un cylindre et tu enroules tout simplement un fil autour. Ça va faire comme une bobine. Mais en fait, le but ultime de ça, c'est d'essayer de retrouver un aimant. Alors, voyez-vous, autour de notre solénoïde, effectivement, dépendamment de comment il va être branché, le fil, nous allons avoir des lignes de champ, comme pour un aimant droit. Si on veut, par exemple, se faire un aimant, comme vous avez vu en laboratoire, qui a une forme de fer à cheval, alors on va prendre un cylindre,
de verre ou peu importe, qui a la forme, qui a une forme de fer de cheval. Et par la suite, nous allons embobiner. Oups, donc, on va embobiner tout simplement un fil autour. Bon, là, mon dessin, il n'est pas merveilleux, mais en tout cas, bref, vous comprenez le principe. Donc, on va embobiner un fil, puis ça va nous donner une forme d'aimant qui va avoir la forme du fer à cheval. Bon, ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire, on va apprendre une deuxième règle de la main droite. Donc, la deuxième règle de la main droite, les solénoïdes étant du STE, là, toujours. Donc, ça s'applique pour les STE. Donc, ce n'est pas des questions qu'on va vous poser dans l'examen du MELS, mais des questions qu'on va vous poser à l'examen de fin d'année. Alors, les doigts vont suivre. Tantôt, est-ce que j'avais précisé? Je fais juste revenir à la règle de la main droite. Je veux juste voir quelque chose. OK. Donc, je m'excuse. Alors, la règle de la main droite, la deuxième règle. Alors, les doigts vont suivre le sens. Là, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'il faut se démêler. Là, hein? Avec le fil droit, c'était le pouce qui suivait le courant. Maintenant, c'est les doigts qui vont suivre le courant électrique. OK? Puis le pouce, lui, va nous donner le nord. Il va pointer le nord. Parce que qui dit solénoïde dit comme un aimant. Et n'oubliez pas, l'aimant avait un pôle nord et un pôle sud. Alors là, c'est à partir de ce moment-là, si vous ne maîtrisez pas correctement la matière, que vous allez mélanger les deux règles de la main droite. Il y en a même qui vont finir par mettre des pôles nord et des pôles sud à des fils droits. On n'a jamais fait ça. Alors, faites attention. Alors, on retient, les doigts vont suivre le courant, puis le pouce va nous donner le nord, tout simplement. Alors, on illustre cette loi-là. Donc, voyez-vous, ici, j'ai mon solénoïde, ici, j'ai mon courant, le sens du courant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les doigts vont suivre le fil, en fait, dans lequel circule le courant. Alors, si le fil, son embobinement se fait par l'arrière, comme ça, alors les doigts vont aller vers l'arrière du cylindre. OK? Donc, encore là, votre crayon peut servir non pas de fil droit ici, mais de cylindre. Alors, vous allez avoir le courant qui va circuler comme ça. Donc, l'enroulement des doigts, c'est le sens du courant. Et le pouce, lui, qu'est-ce qu'il va donner? Il va pointer vers le nord, il va nous donner le nord. Donc, en classe, nous aurons, donc par conséquent, lorsque vous aurez trouvé le nord, le sud il est de l'autre côté. Donc, nous aurons la possibilité en classe de pratiquer, mais c'est ça la règle de la main droite. Et à ce moment-là, comment réagit notre solénoïde? Eh bien, comme un aimant droit. Donc, je vais vous le démontrer ici. Je vais faire passer le courant. Je vais brancher ici les extrémités de mon solénoïde avec une source de courant. Et par le fait même, j'ai le côté positif de ma pile ou de ma source et négatif. Je sais par le fait même de quelle manière circule le courant électrique. Il va circuler dans ce sens-là. Mais regardez l'enroulement du fil. L'enroulement du fil se fait comme ça. OK? Donc, l'enroulement, ça passe derrière. Alors, prenez votre crayon, il va vous servir de cylindre. Prenez votre main droite et empoignez votre crayon de telle sorte que les doigts vont passer derrière le cylindre. Et à ce moment-là, votre pouce va pointer. Donc, votre pouce va vraiment se retrouver à pointer le nord. Alors, vos doigts vont suivre, en fait, le courant. Puis le courant, lui, ben, il circule de cette manière. Hein, le courant à l'intérieur circule de cette manière. Donc, vos doigts vont suivre. Donc, voici les ongles. Et voilà. Et voilà, c'est comme ça que vous allez empoigner votre crayon qui vous sert de cylindre ici. À ce moment-là, le doigt va nous donner le nord. Et voilà, le nord va être, pas le doigt, mais le pouce va nous donner le nord. Par conséquent, vous allez avoir le sud ici. Si vous voulez orienter, comme pour un aimant droit, les lignes de champ, vous allez les faire comme ça. Hein? Les lignes de champ sortent du nord, vont vers le sud. Si on avait positionné une boussole, ben, l'aiguille présenterait son sud ici, son nord ici, puisqu'une ligne de champ rentre dans un sud, sort par un nord. Et voilà. Si on avait positionné l'aiguille ici d'une boussole autour d'un solénoïde, c'est comme pour notre aimant
droit. Alors, le nord serait attiré par le sud, et voilà. Même chose ici, on aurait tout simplement un sud et un nord, donc un sud qui est attiré par le nord, et ainsi de suite. Alors, c'est comme, en fait, un aimant droit. Mais on va améliorer ça. On va ajouter dans quelques instants un noyau dans ce cylindre-là. Pas n'importe quel noyau, un noyau ferromagnétique. Et nous allons augmenter le pouvoir de notre aimant. Ça va devenir un électroaimant. Ici, l'avantage, c'est qu'on peut inverser les pôles. On ne peut pas faire ça avec un aimant. Un aimant, tu ne peux pas inverser le pôle nord avec le pôle sud. Mais ici, si on inverse le courant, et c'est ce qu'on va faire, oups, avec le deuxième exemple, nous allons inverser le courant. Vous allez voir, les pôles vont s'inverser. C'est merveilleux. Et on peut même couper le courant, donc on n'aura plus de force magnétique. Donc le plus, je vais le placer ici, et voilà, le plus il est ici. Alors le courant va circuler dans ce sens-là. Encore là, prenez votre main droite, toujours. Le courant s'en va, lui, ce qu'il fait, les doigts vont suivre le courant. Regardez l'embobinement, il est par-dessus votre crayon. Prenez votre crayon comme étant votre cylindre. Alors à ce moment-là, les doigts, mon poignet va se placer comme ça, comme ça. Mon pouce va se placer comme ça, j'ai pas le choix. Et les doigts vont suivre, vont passer par-dessus, donc vont suivre, donc les doigts vont suivre le courant, et voilà. À ce moment-là, donc on suit le courant, l'embobinement, il est comme ça, là. Alors, par-dessus votre crayon. Donc, l'embobinement, il est comme ça, les doigts vont suivre le courant électrique. Et par le fait même, vous allez avoir le nord qui va être ici, le sud qui va être ici. Voyez-vous, on a inversé, en inversant le courant, on a inversé les pôles, ce qu'on ne peut pas faire avec les aimants. Alors, il y a un grand avantage, n'est-ce pas? Alors, si on positionne une boussole, vous allez avoir que le sud va être attiré par le nord ici, mais même aussi, ça respecte toujours la convention qu'une ligne de champ sort d'un nord, rentre dans un sud, sort d'un nord, et etc. On peut donc orienter nos lignes de champ, et voilà. On peut positionner des boussoles un peu partout. Alors, si je place une boussole ici, la boussole va présenter ici son sud, puisqu'une ligne de champ doit rentrer dans un sud et sortir par le nord, et ainsi de suite. Au bout, ici à l'extrémité, on va avoir donc le nord ici et le sud ici. Maintenant, ça en passant, on va vous montrer en démo les solénoïdes. Maintenant, il nous reste deux notions, les électroaimants et ensuite les propriétés reliées aux fils qui sont qui font des fonctions de conduction. On a terminé ensuite le cours. En passant, les solénoïdes, je ne vous ai pas mentionné dans la vie courante à quel endroit on les retrouve, parce que souvent, lorsqu'on retrouve un solénoïde, en fait, ce n'est pas un solénoïde, c'est un électroaimant. Un électroaimant, c'est tout simplement un solénoïde dans lequel on a mis un noyau. Donc, vous allez avoir un solénoïde, vous pouvez l'écrire, dans lequel on place un noyau. Mais pas n'importe quel noyau. Un noyau, il doit être ferromagnétique. Donc, bien important, si vous placez du plastique, ça fait rien, absolument rien. Donc, ferromagnétique. Par contre, si vous placez du fer, vous allez avoir le pouvoir magnétique qui va être augmenté. Donc, on peut augmenter la force du champ magnétique d'un solénoïde en ajoutant à son centre une substance ferromagnétique qui est le noyau, comme par exemple le fer doux. Le fer doux, c'est le fer le plus pur possible. C'est le meilleur noyau qu'on peut placer dans un solénoïde. Donc, question, si on vous demande de vous fabriquer un solénoïde, pas un solénoïde, mais un électroaimant, vous allez choisir, bon, c'est sûr, un fil conducteur, mais vous allez choisir le meilleur noyau qui sera un noyau de fer doux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rémanence magnétique. La rémanence magnétique, ça veut dire quoi? C'est parce que si vous avez un solénoïde dans lequel on place un noyau de fer doux, ça va devenir un électroaimant. Si on met du courant, il va avoir un champ magnétique autour de votre électroaimant. Mais si vous enlevez le courant, il va rester du magnétisme si ce n'est pas du fer doux. C'est ça la rémanence magnétique. C'est lorsqu'il reste encore du magnétisme et on ne veut pas ça. Nous, on veut se fabriquer des électroaimants justement pour contrôler
le magnétisme donné par l'électroaimant. Alors, comment on peut y arriver? Comment est-ce qu'on peut arriver à le contrôler? Par exemple, pour un aimant, vous ne pouvez pas lui enlever son pouvoir magnétique, mais pour un électroaimant, vous pouvez lui enlever son pouvoir magnétique en coupant le courant. Mais si votre noyau n'est pas fait en fer, d'où, vous allez enlever le courant et vous allez avoir encore un champ magnétique. Ça veut dire de la rémanence magnétique. Et on ne veut pas ça. Alors, si vous prenez un fer doux, vous allez couper le courant, justement, le champ magnétique va disparaître complètement. Par contre, si vous utilisez l'acier, ce ne sera pas la même situation. Avec l'acier, vous allez couper le courant et vous allez avoir encore du courant. Pas du courant, mais un champ magnétique. Alors, on s'est fabriqué des électroaimants. Donc, on a vu que dans un fil électrique, il y avait un champ magnétique. On a dit, oups, on va exploiter ça. De quelle manière? On a enroulé des fils autour d'un cylindre. Ça nous a donné les solénoïdes. Et là, on s'est dit, ouh, ça ressemble à des aimants. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter le pouvoir? Ben, mettre un noyau. Et là, on a la naissance d'un électroaimant. Les électroaimants, ça fait partie de notre vie. On va en énumérer tantôt. Les électroaimants. Juste avant, on va illustrer, donc, c'est quoi un électroaimant? Regardez, c'est pas juste un cylindre vide, c'est tout simplement le cylindre qui était généré par l'embobinement de notre fil autour. Le fil, lorsqu'il est embobiné, génère la forme d'un cylindre et à l'intérieur, on met notre noyau. Alors, ceci est notre noyau. Le meilleur noyau, c'est le noyau de fer doux. On ne le répétera jamais assez. Donc, le fer doux, c'est le meilleur noyau. Et à ce moment-là, ça va nous donner, vraiment, on obtient vraiment un puissant champ magnétique. Donc, dépendamment de comment est branché le fil, vous allez avoir un pôle nord ou un pôle sud, comme pour les solénoïdes, mais un pouvoir magnétique beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Alors, il y a des avantages, il faut les apprendre par cœur, d'utiliser un électroaimant. C'est qu'on peut enlever ou mettre le courant. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça l'enlève ou ça met le pouvoir magnétique. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va activer ou désactiver le courant électrique? Ben, ça va soit donner un champ magnétique, donner un champ magnétique, ou ça va plutôt l'enlever. OK? Ou l'enlever. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? On peut inverser les pôles en inversant le courant électrique. Merveilleux. On peut modifier la force du champ magnétique en augmentant ou en diminuant l'intensité du courant électrique. Aha! Donc, lorsqu'on a une source de courant variable, si on augmente le courant électrique, ben, par le fait même, on va augmenter le champ magnétique, donc l'intensité du champ magnétique. Juste avant, je m'excuse, j'avais oublié ça dans mon petit cours de tantôt, dans mon cours. En passant ici, les tours pour un solénoïde, les tours de fil que nous faisons, c'est ce qu'on appelle les spires. Donc, c'est une spire. Donc, c'est le tour de fil. Plus on augmente le nombre de spires, plus on a un pouvoir magnétique qui est augmenté. On va le voir avec les électroaimants. Donc, même chose, on a les spires. Alors, allons voir les facteurs qui influencent justement le champ magnétique créé par un électroaimant. Alors, les avantages, on vient de les avoir. OK. Donc, les facteurs, vous allez les retrouver dans un tableau. Alors, les facteurs qui influencent le champ magnétique. Qu'est-ce qui influence le champ magnétique? Bien, le courant qui circule. Alors, le courant qui circule, plus le courant est élevé, bien, plus le champ magnétique est fort. Donc, ça va nous donner un aimant, ça va nous donner un électroaimant qui a un pouvoir d'attirer, par exemple, les substances ferromagnétiques à lui. Ensuite, les spires, c'est les tours là, que je vous ai montré tantôt, là, les tours de fil. Donc, plus vous avez de spires, donc plus la densité, ça veut dire plus le nombre de spires est élevé,
plus le champ magnétique est fort. Donc, vous avez un électroaimant qui a juste 3 spires par rapport à un électroaimant qui en a 20. Vous allez avoir un champ magnétique qui va être plus fort. En passant en démo, on va vous en faire un en classe, un petit électroaimant. Vous pouvez tout simplement prendre un clou sur lequel vous enroulez un fil conducteur. Bien entendu, il va être gainé avec le plastique ou bien il va être verni pour pas que justement il y ait des courts-circuits lorsque le courant va circuler. Ensuite, le type de matériau qui forme le centre, c'est le noyau, ça, ajoutez-le. Alors, si vous voulez augmenter le pouvoir, mettez pas un noyau de plastique, vous allez plutôt mettre une substance ferromagnétique et le meilleur, c'est le fer doux. Pourquoi? Parce que lorsque on coupe le courant, il n'y a pas de rémanence magnétique. Ensuite, la taille de l'électroaimant, plus le diamètre de votre électroaimant est petit, plus le champ magnétique est fort. Donc, ce sont les facteurs qui vont influencer le champ magnétique. Des exemples d'application des électroaimants. Le plus populaire, ce sont les moteurs électriques. C'est ça qu'on retrouve en très, très grande quantité sur la planète. Des moteurs électriques, il y en a à peu près partout. À chaque fois que vous avez un moteur électrique, il y a une bobine à l'intérieur. Une bobine de fil qui est enroulée autour d'un noyau. Donc, vous avez aussi d'autres applications, les haut-parleurs, les écrans cathodiques, les microphones, les sonnettes électriques que vous avez à la maison. Vous avez juste à démonter la boîte, là, le petit boîtier. Vous allez voir un électroaimant, les disjoncteurs. Vous avez aussi les transformateurs de l'hydro qui sont sur les poteaux, les générateurs, les génératrices électriques, les petits générateurs, les dynamos que vous avez pour faire de la lumière à vélo. Lorsque vous pédalez, là, ça vous fait de la lumière. Les grues qu'on va utiliser pour soulever la ferraille. Donc ça, c'est un grand avantage. On peut, avec la grue, augmenter le courant électrique si on a un gros camion à soulever, par exemple, et par une grosse carcasse de camion à soulever. Et par la suite, on peut couper le courant pour jeter la carcasse à un autre endroit. Donc, on peut contrôler complètement avec les électroaimants le magnétisme. Maintenant, on termine avec les propriétés des fils. Ça va nous faire une belle transition sur le prochain cours qui va parler des circuits électriques. Mais comme on a parlé pour les électroaimants et les solénoïdes, des fils électriques, alors on va voir que le fil, on le répète, a une fonction de conduction. La fonction de conduction est assurée par toute composante d'un circuit qui permet le passage d'un courant, du courant électrique. Donc, si vous avez une composante, elle va assurer le passage du courant électrique. Donc, ensuite, nous avons un exemple. Donc, les fils de cuivre, c'est ceux-là qu'on utilise souvent pour le filage électrique dans vos maisons. Donc, on va y aller avec une assez bonne grosseur qui va avoir un numéro de jauge qui va être autour de 18 ou 20 ou 14. On va voir le numéro de jauge tantôt. Donc, c'est une fonction de conduction. Ensuite, vous avez souvent les fils sont gainés. Ils ont du plastique autour. Donc, ça, c'est une fonction, le plastique, c'est une fonction d'isolation. Donc, qui est assurée par toute composante du circuit, d'un circuit qui empêche le passage du courant. Donc, les isolants sont souvent le plastique. Donc, nous, pour les fils électriques, ça va être souvent le plastique. On peut avoir aussi du vernis, donc qui va permettre justement l'isolation de notre fil. On va voir que la céramique aussi, puis le verre, ce sont des isolants, donc qui ne permettent pas le passage du courant électrique. Nous avons aussi un autre exemple, les fils électriques qui sont enveloppés d'une gaine de plastique qui ont une fonction d'isolation. Donc, les fils, je l'avais mentionné tantôt, peuvent être aussi vernis. Là. Donc, lorsque vous avez observé les électroaimants en classe, on a vu que les fils de cuivre ne possédaient pas de gaine de plastique, mais bien plutôt étaient émaillés. Donc, il y avait du vernis. Donc, le vernis assure la fonction d'isolation, le mentionné tantôt. Ensuite, nous avons la conductibilité électrique d'un fil. Ça dépend de 4 facteurs. Donc, en fait, ce ne sont pas tous les fils électriques qui sont de bons conducteurs de courant électrique. Nous avons la nature. Donc, vous allez voir en démonstration, là, vous allez voir ça. Donc, la sorte du fil.
Donc, ça veut dire, est-ce que c'est un fil de cuivre qui est meilleur conducteur ou un fil de nichrome? Vous allez voir en laboratoire, c'est le fil de cuivre qui est le meilleur conducteur d'électricité. Le fil de nichrome, en fait, il y a d'autres substances aussi, hein. Le fil de fer va pas être bon comme le cuivre. Même chose pour le fil de zinc, le fil d'aluminium ne sera pas bon conducteur comme le cuivre. Le fil de nichrome ici, qui est un alliage de nickel et de chrome, donc lui aussi ne sera pas bon conducteur, le meilleur étant le fil de cuivre. Donc la nature va influencer la conductibilité électrique dans un fil. Ensuite, nous avons la grosseur. Donc la grosseur, on peut parler de section transversale, le diamètre. Vous pouvez voir un fil de face. Hein? Un fil de face va générer un cercle. Donc, on peut parler de son diamètre. Hein? Lorsque vous avez un fil, lorsqu'on le voit de côté comme ça, mais si vous le voyez de face, on peut parler de son aire aussi. Donc, de sa surface. C'est tout simplement, ça génère un cercle. Pardon. Donc, vous avez un cercle. Alors, on peut parler à ce moment-là de diamètre. On pourrait même parler de rayon. Mais on a quand même des façons de parler de grosseur de fil. Alors, on va dire plus le fil est gros, plus le courant passe facilement. Moi, je vais vous demander d'imaginer à ce moment-là des fils. On va faire varier juste un facteur à la fois. Des fils qui sont de même longueur. Et je vais vous demander d'imaginer le courant électrique comme étant un petit coureur qui passe à l'intérieur. Donc, si vous êtes un petit coureur, et ça va être très agréable de passer à travers un cylindre qui est très, très grand pour courir. Par contre, si le cylindre est petit, alors vous allez courir, mais vous allez être tout courbé et vous allez avoir de la difficulté à courir à l'intérieur d'un espace plus restreint. Alors, vous pouvez vous imaginer cette manière-là, cette représentation-là. Alors ici, le courant, il y a une bonne conductibilité ici, une bonne conductibilité électrique ici. Donc, passe facilement. Donc, si le courant passe facilement, c'est bien entendu, c'est des charges électriques, là, ce n'est pas des vrais coureurs. Donc, facilement. Alors, vous avez à ce moment-là une bonne conductibilité électrique. Alors qu'ici, pour un fil qui est plus petit, le courant, là, il va avoir plus d'effet Joule, il va avoir plus de friction, alors ça va être plus difficile. Alors ici, vous allez avoir une mauvaise conductibilité électrique. Alors si on vous demande de vous faire un petit circuit électrique, prenez le fil le plus gros possible. Ensuite, en cuivre, de façon, c'est souhaitable de le prendre en cuivre, le plus gros possible. Juste, je reviens, c'est vrai, à ma grosseur du fil. Lorsque vous allez en quincaillerie, on utilise ce qu'on appelle le numéro du jauge. Alors, on va vous demander, si vous voulez un fil électrique, on va vous demander le numéro du jauge. Alors, un numéro de jauge qui est petit correspond à un gros fil. Alors, c'est à l'inverse. Un gros fil. Et si vous avez un numéro de jauge, qui est grand, alors un numéro de jauge qui est grand, vous allez avoir un petit fil. Donc, on va vous les montrer. Donc, un petit fil, vous allez donc avoir, mettons, numéro 22. Un numéro 22 va nous donner un tout petit fil. Si vous avez un numéro 14, ça va vous donner un gros fil. Donc, c'est comme à l'inverse. Alors, vous allez connaître ça. En fait, ceux qui vont faire des DEP ou même des techniques en électromécanique ou en électricité, ça va vous aider de connaître ces petites notions-là. Maintenant, il y a un autre facteur, la température. On pense souvent que plus un fil est chaud, plus meilleure est la conductibilité électrique. C'est faux. Donc, plus le fil est froid, donc il faut que le fil soit froid. Donc, en hiver, dans les fils électriques, la conductibilité électrique, elle est meilleure. Donc, plus le fil est froid. Donc, si vous le chauffez, là, ben, imaginez l'été, hein, je vous ai dit de vous imaginer comme étant un petit coureur. Donc, si vous courez dans un fil l'été, hein, vous courez dans un cylindre l'été, il fait chaud, vous avez de la difficulté
à terminer votre course. Alors ici, vous avez une mauvaise conductibilité électrique lorsque le fil est chaud, lorsqu'on le réchauffe. En fait, du point de vue, dans l'infiniment petit, c'est qu'on augmente, hein? On a vu que dans l'état solide, il y avait un mouvement de vibration. Alors, si vous le chauffez, vous allez augmenter ce mouvement de vibration-là. Donc, les électrons qui passent dans le fil et qui génèrent le courant électrique vont avoir plus d'obstacles. En fait, souvent, on compare ça à la course à relais, là. Donc, il va y avoir plus de résistance. On va en parler lorsqu'on va parler des circuits électriques. Alors, la conductibilité électrique va être mauvaise. Mais, à l'inverse, lorsqu'il fait frais et que vous courez à l'extérieur, hein, c'est beaucoup mieux. Donc, si on refroidit, ça c'est des petits glaçons, n'est-ce pas? Donc, si on refroidit le fil, alors vous allez avoir une meilleure conductibilité électrique et voilà, vous allez circuler beaucoup mieux. Donc, une bonne conductibilité électrique. Et en passant, il y a même des matériaux qui sont pas conducteurs d'électricité et qui deviennent conducteurs d'électricité lorsqu'on les refroidit. On pense par exemple à certaines céramiques et on fait appel à ce moment-là à la notion de supraconducteur. On va vous montrer une vidéo avec un train là, qui fonctionne avec ce principe-là. En fait, lorsque on refroidit certains matériaux, il y a les électrons qui vont se placer en paire de Cooper. Donc, ça veut dire que je vais faire une image. C'est comme si ça, c'était nos électrons. Ils vont se tenir main dans la main et ça va nous donner une supraconductivité. Donc, ça va générer des champs magnétiques qui vont être impénétrables par d'autres champs magnétiques et on va pouvoir utiliser cette force-là de champ magnétique pour la lévitation magnétique, par exemple, dans le cas des trains qui fonctionnent avec ce principe-là de supraconductivité. On utilise ça aussi pour des appareils d'imagerie médicale dans les hôpitaux, justement parce que ça permet de générer de très grands champs magnétiques et de ne pas rentrer en interférence avec d'autres champs magnétiques qui viennent d'ailleurs. Alors, on vient de terminer, n'est-ce pas, le magnétisme. Si vous avez des questions, posez-les sur le Facebook de PatioScience. Si vous voulez ce document-là, il est en format PDF sur le site Internet de PatioScience. Alors, bonne étude.